Bienvenue pour cette nouvelle saison des temps forts, nos rendez-vous mensuels sur l'actualité de l'environnement de la formation. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Mélusine, bonjour Alexa. Eh bien, en cette fin d'année 2024, nous vous proposons de faire un point sur les circuits de financement et le budget de la formation, comme de coutume avec Alexa, puisque ce sont nos rendez-vous. Et donc aujourd'hui, Alexa ne sera pas avec son bonnet de Père Noël, mais avec sa casquette de jury. Bonjour Alexa. Bonjour Christine, merci, bonjour à tous. Alors, non, j'ai pas mis le bonnet de Noël, je l'ai même pas prévu pour la fin du webinaire et on pourra quand même se souhaiter de joyeuses fêtes en fin de rendez-vous. Mélusine, je te laisse la parole pour donner quelques infos à nos invités, enfin à nos participants. Bonjour à tous. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit point sur l'organisation. Vous avez à votre disposition dans la barre des tâches en bas de votre écran une rubrique de chat qui vous permet de commenter ou lancer des échanges et une rubrique de questions pour interroger notre invité. N'hésitez pas à les utiliser. Nous reprendrons les questions en fin de webinaire. Merci Mélusine. Eh bien Alexa, on va te donner la parole, hein, donc voilà. Je vais la prendre, je vais juste prendre 2 minutes pour partager mon écran Mmh. que vous devez voir apparaître. Donc, Voilà. effectivement, Christine, tu l'as évoqué, aujourd'hui, on va porter un regard sur le financement de la formation au sens large. Un double regard, un regard qui se veut déjà un peu généraliste, sur, la dépense formation, où là, on va utiliser plutôt des chiffres du jaune budgétaire 2025, c'est-à-dire la loi de finances 2024, puisque comme vous le savez, on est quand même dans un contexte politique particulier et on n'a pas de loi de finances pour cette année, donc je ne vais pas non plus pouvoir donner d'éléments, brûlants sur des, actualités et perspectives 2025. Même si on pourra quand même le faire un petit peu, à partir du budget prévisionnel de France compétences qui donne quand même des clés intéressantes et puis on fera peut un regard un peu plus spécifique après sur les dispositifs, sans forcément les reprendre tous bien sûr puisque, on est sur un temps d'une heure donc, on va essayer de faire une rétrospective un peu globale. OK, très bien. Eh bien, donc, pour la première question, Alexa, c'est quelle observation pouvons-nous faire justement, concernant le financement de la formation? Alors, merci Christine pour la question, sur le financement. Tous les éléments que je vais vous donner, ils sont issus d'un document que vous pouvez consulter vous-même, hein, qui est, ce qu'on appelle le jaune de la formation professionnelle, qui est publié tous les ans. En fait, c'est l'annexe, qui est dédiée à la formation et à l'apprentissage, l'annexe à la loi de finances de l'année en cours. Donc forcément, je vais prendre, le jaune, budgétaire 2025 sur, la loi de finances 2024 et l'objectif là, dans ce premier temps, c'est d'essayer de ressortir un peu ensemble quelques tendances, qui permettent d'avoir un regard un peu global sur, les financements de la formation. Et pour ça, je vais vous mettre directement à contribution en vous posant, des petites questions, pour lesquelles vous pouvez contribuer dans le chat. On va déjà essayer d'identifier, le top 3 des financeurs de la formation professionnelle. Alors quand je parle formation professionnelle, je vais utiliser ce terme-là souvent, hein. Dans le jaune budgétaire, on est sur une approche globale. Donc quand on parle de dépenses formation, on est sur la globalité des dépenses, c'est-à-dire la rémunération, le coût pédagogique, les frais annexes et on vise aussi bien, ce qui peut être rattaché à la formation initiale comme l'apprentissage, que les dispositifs comme le CPF et cetera. Donc ma question, ça serait de savoir pour vous, la dépense nationale formation et apprentissage est essentiellement alimentée par quel acteur? Je vous propose 3 choix. En un, l'État, en 2, les entreprises, en 3, les régions. Et on va vous laisser commenter dans le chat, simplement en votant, hein, comme, vous l'auriez fait par téléphone, le 1, le 2 ou le 3, et puis voir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis ensuite, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail et commenter. On se laisse une petite minute pour que vous puissiez participer et je laisse, mes usines regarder le chat et me dire, si la tendance est au 1, au 2 ou au 3. Il y a un peu de tout pour l'instant. Ah, ça a l'air assez partagé effectivement. Alors c'est normal que
en fait, les 3 vous parlent puisque de toute façon, les 3 figurent dans ce top 3 des financeurs. La question, c'est de savoir qui on classe en premier. En fait, ce sont les entreprises qui, sont à classer en premier par rapport à la part de dépenses, formation professionnelle. C'est vrai sur, 2023 par rapport au jaune budgétaire. C'était déjà vrai, si on prenait l'année précédente. En fait, les entreprises sont les principales contributrices à la formation parce qu'en fait, elles financent la formation de 2 façons, hein. Il y a 2 entrées qui sont intéressantes et souvent on en perçoit plus une que l'autre. Elles contribuent de façon obligatoire parce qu'elles payent ce qu'on appelle la CUFPA, hein, la contribution unique, pour la formation professionnelle et l'alternance. Donc ça, c'est un système de contribution, hein, de taxes qui va permettre d'alimenter tous les circuits de la formation professionnelle. On y reviendra tout à l'heure avec le budget de France compétences, mais elles ont aussi la possibilité de contribuer directement, c'est-à-dire d'acheter directement de la formation à des organismes de formation en mettant en place leur plan de développement des compétences et en étant sur des logiques où il y a pas forcément de refinancement par un acteur. Donc les entreprises, elles contribuent très largement et ce qui est intéressant dans le jaune, 2025, c'est que, on a les chiffres sur les 2 volets et on a le chiffre de la dépense directe des entreprises qu'on n'a pas tout le temps puisque ça fait des années qu'il n'y a plus de déclaration obligatoire sur ce volet-là, puisqu'on n'a plus, l'ancienne déclaration fiscale, hein, sur les dépenses des entreprises. Cette année, on a un chiffre qui est autour de, 15 milliards d'euros pour la dépense directe, l'achat direct et si on ajoute à ces 15 milliards ce qu'on appelle, le la dépense mutualisée, c'est-à-dire la contribution que payent les entreprises, on rajoute à peu près 11 12 milliards d'euros. Donc ça fait une masse financière qui est quand même pas négligeable. Bien sûr, vous allez retrouver l'État et les régions, hein, dans les financeurs de la formation. Je vous ai fait un schéma un peu global de toute la dépense formation répartie par grands acteurs. Donc bien sûr, on voit, la dépense directe des entreprises et puis la dépense intermédiaire, mais on a d'autres éléments intéressants qu'on peut ressortir. Déjà l'État, fait partie du top 3 du classement. Alors avec des dépenses, formation qui sont, assez globales. C'est pas forcément des dépenses pour mettre en place des gros programmes de formation. Il faut voir dans la dépense de l'État, notamment des exonérations fiscales, la partie d'aide au recrutement pour les employeurs, hein, qui est perceptible sur l'apprentissage, hein, mais qui a un poids financier non négligeable. L'État participe aussi au financement de certaines structures, hein, Centre Info, l'école, le réseau des écoles de la seconde chance. Donc vous avez pas mal d'éléments qui ne sont pas forcément, ce qu'on voit en termes de coûts pédagogiques, financement d'un organisme de formation directement. Autre point important qu'on n'a pas forcément toujours en tête non plus, c'est que, les 3 fonctions publiques, ont une part de dépenses formation qui est assez importante pour leurs agents. Je le mets en lumière parce qu'en fait, si on rapportait, la masse en euros par rapport au nombre d'agents dans les 3 fonctions publiques, globalement, on s'aperçoit que les fonctions publiques investissent plus pour la formation que ce qui est fait pour les salariés de façon globale, côté secteur privé. Donc c'est une part qui n'est pas négligeable non plus. Bien sûr, vous allez retrouver le financement, que apportent les régions, hein, par rapport à leur champ de compétences, notamment pour la formation, des demandeurs d'emploi, de France Travail également. Vous voyez qu'il y a d'autres parts, dans le camembert, notamment donc les autres structures qui ont une mission de service public en vert. Ça va être notamment la Caisse des dépôts avec le CPF ou la GFIP, hein, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap et puis, une part qui reste importante et qui est encore en progression cette année, qui est la part des ménages. Ça, c'est quand les individus payent sur leurs fonds propres, hein, sur leurs deniers personnels, une partie de la formation, voire la totalité, de leur formation, de manière à pouvoir, faire la formation qu'ils souhaitent, hein. Vous savez que les budgets, ils sont quand même contraints et que c'est souvent une variable d'ajustement de contribuer soi-même directement, sur une partie de la dépense formation et ça, c'est une dépense, qui, si on regarde plusieurs jaunes budgétaires sur, un horizon assez, global, est une dépense qui augmente. Là, simplement, entre, 2022 et 2023, il y a plus 7 de dépenses, par rapport, à la contribution des ménages. Donc c'est aussi un point à avoir en tête, quand on a une lecture un peu globale. Donc un poids, important, 55,3 milliards d'euros sur ce jaune budgétaire-là. On peut peut-être se poser la question de savoir si on n'a pas atteint un plafond un peu record au niveau du financement de la formation, hein, parce qu'il y a une vraie grosse progression et que les éléments qu'on a en chiffres sur les perspectives de 2025 sont plutôt sur du ralentissement, voire des baisses.
Alors peut-être une deuxième question. On a vu la dépense de façon globale. Maintenant, la question, c'est de savoir pour qui on dépense par rapport à la formation. Donc, je vais appliquer le même petit principe de faire appel à votre contribution, avec cette fois-ci un questionnement sur le public. À votre avis, la dépense qu'on vient de percevoir là, de façon très globale, les 55 milliards, profite plutôt aux jeunes, aux personnes en recherche d'emploi, aux actifs occupés du secteur privé, pardon, ou aux agents publics. Donc même chose, hein, même contribution, vous pouvez taper dans le chat 1, 2, 3 ou 4 et puis, on partage en commun les résultats. Je laisserai Mélusine voir s'il y a une tendance pareille qui se dégage. Pour l'instant, on est plus sur le 2. Donc plus sur les demandeurs d'emploi. On se laisse encore pareil une petite minute pour que vous ayez pu voter et puis on va donner le résultat. Alors les derniers votes sont l'air d'être beaucoup sur du 1. Mmh. Donc comme pour la première question, c'est finalement assez partagé. Alors, on va pas laisser le suspense plus longtemps. En fait, si on fait un classement en regardant les parts, que représente chacun des publics par rapport à la dépense globale, donc aux 55 milliards, ce sont, les, actifs ou les publics occupés du secteur privé, donc les salariés essentiellement, hein, qui, représentent le public cible principal. À eux seuls, en fait, ils, agrègent 33 de la dépense nationale. Alors si c'est pas si étonnant que ça si vous rapportez, ces éléments à ce qu'on a évoqué juste avant, notamment sur la dépense, directe des entreprises. Quand une entreprise, elle dépense directement, sans système de contribution et cetera, c'est qu'en fait, elle va financer de la formation pour ses salariés. Donc les 15 milliards de dépenses directes des entreprises, c'est pour le ce uniquement pour, les salariés des entreprises dans le cadre des accompagnements qui sont mis en place en interne des structures ou en lien avec des organismes de formation. Donc déjà, vous avez 15 milliards pour, les salariés. Puis après, vous ajoutez tout ce qui est le jeu, des fonds mutualisés qui provient des dispositifs dont peuvent bénéficier les salariés. Donc, que ce soit pour la reconversion, que ce soit, le compte personnel de formation, le plan de développement des compétences quand il est assis sur un financement des opérateurs de compétences. Vous arrivez assez facilement à une somme importante. Donc ce sont bien les salariés qui bénéficient le plus, des fonds de la formation professionnelle. Le deuxième public cible, si on avait fait un classement hiérarchique, aurait été les jeunes. Là, c'est d'ailleurs le public, où il y a le plus d'augmentation, hein, en termes de poids, dans la dépense nationale. Pourquoi? Essentiellement en lien avec le poids que représente, le recours à l'apprentissage, hein. Il y a c'est 28 des fonds de la formation qui bénéficient aux jeunes, et dans ces 28 on retrouve essentiellement le contrat d'apprentissage et un peu de contrat de professionnalisation. Là aussi, il y a un certain ralentissement, sur, l'année 2023 et on va voir que ça va être plus perceptible sur les perspectives qu'on peut faire sur 2025. Et puis en troisième position, on aurait eu les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, si on fait une proportion, ils, «récupèrent» entre guillemets, hein, même si le terme est pas très joli, à peu près 17,4 de la dépense formation et là, ça va être essentiellement, le fait d'acteurs, qui ont une mission de service public par rapport à ces publics, c'est-à-dire France Travail, hein, au niveau, national et puis ensuite, les, régions par rapport à leur champ de compétences sur les territoires. Donc là, on est vraiment sur des données très globales, hein. On rentre tout doucement dans des éléments, chiffrés. Le fait que, vous ayez été assez partagés montre que c'était intéressant de revenir sur ces questions-là. Hem, Ensuite, si on essaye d'être un peu plus, précis, donc je vous affiche quand même les histogrammes. Vous aurez, ces éléments-là dans l'infographie, hein, de synthèse qu'on vous mettra à disposition. Ça représente quand même des masses, financières assez importantes. Là, vous avez la dépense, vraiment de façon très globale, quand on prend les 55 milliards. Après, ce qu'on a coutume de mettre en avant et les éléments que vous allez le plus voir dans la presse, c'est plutôt ce qu'on appelle la partie des fonds mutualisés, qui n'est qu'une partie de la dépense formation globale. En fait, la dépense,
relative aux fonds mutualisés, c'est l'argent qui provient des entreprises quand elles contribuent via ce qu'on appelle la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. C'est essentiellement là-dessus qu'en général on met la focale. Pourquoi? Parce que, le budget de France compétences est constitué à partir de, cette contribution qui vient des entreprises et c'est le budget de France compétences qui va permettre de faire fonctionner les principaux circuits financiers de la formation, c'est-à-dire les principaux dispositifs, le compte personnel de formation, le plan de développement des entreprises de moins de 50 salariés et cetera. C'est pour ça que généralement, on a un prisme un peu particulier quand on présente le financement de la formation et on n'en voit qu'une partie. Alors cette partie dans le jaune budgétaire, 2025, donc revient sur le budget France compétences de 2024 qui a représenté à peu près 11,3 milliards de contributions venant des entreprises. Donc ça, c'est plutôt en augmentation parce qu'il y avait eu des tassements de budget sur les années précédentes liés à l'après-covid, hein. Forcément, c'est une contribution des entreprises qui est assise sur la masse salariale. Donc moins on a de personnes qui sont payées avec un salaire, moins on a de contributions qui remontent à France compétences. Donc c'est très lié à la situation économique. Si la situation économique est défavorable, qu'on a plus de demandeurs d'emploi et moins de contrats, on a moins de contributions qui remontent sur le budget formation pour France compétences. Donc là, on est plutôt sur, une hausse sur, 2024. On va voir que dans les prévisions de France compétences, cette hausse, elle est encore perceptible sur le prévisionnel 2025 puisque France compétences, table sur, des sommes à peu près comparables avec une toute petite hausse, donc toujours autour d'un peu plus de 11 milliards. Ensuite, France compétences va répartir, cette contribution des entreprises, dans des enveloppes budgétaires qui sont, prévues par le code du travail. Donc il y a pas un choix, complètement discrétionnaire de France compétences, hein, puisque, même s'il y a un vote qui va être le fait du conseil d'administration de la structure, France compétences doit provisionner des enveloppes qui sont prévues par le code du travail et ces enveloppes sont prévues avec un montant minimum et un montant maximum en termes de pourcentage, de la contribution. Ce qui est fait tout de suite, c'est qu'on met, de côté la partie qui, part vers l'État pour les demandeurs d'emploi. Celle-là, elle est provisionnée, en premier. Ça a représenté 800 millions d'euros en 2024 et ensuite le solde est réparti sur les autres enveloppes. On va pas commenter la totalité de schéma que vous retrouvez, hein, dans le jaune budgétaire. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est, le poids prépondérant de 2 postes, principaux. Le poste relatif à l'alternance, qui est le poste principal, prioritaire, hein, qui pèse, le plus sur le budget de France compétences. Alors derrière l'alternance, l'enveloppe, elle est globale, hein. Il y a les contrats d'apprentissage essentiellement, mais il y a aussi les contrats de professionnalisation, le dispositif promotion et reconversion par l'alternance, ce qu'on appelle la PROA, qui permet de financer des formations pour les salariés qui sont déjà en poste et qui, seraient sur un projet de développement ou de reconversion, dans le cadre de leur entreprise. Et puis ça va financer aussi l'aide au permis de conduire, notamment. Donc, on a des choses, qui expliquent ce poids prépondérant. Le deuxième poste de dépense principal, du côté du budget de France compétences, c'est le compte personnel de formation avec, un financement qui part vers la Caisse des dépôts et consignations. Donc, à peu près à hauteur de 2,2 milliards d'euros sur 2024. Donc ça, ce sont les 2 budgets clés, qui, grèvent d'autant le budget de France compétences puisque ce sont des budgets qui ne sont pas limités. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un système de guichet ouvert. On ne dit pas que, on va s'arrêter, si, le budget maximum est atteint. On est sur un système qui continue à fonctionner, ce qui, pose, un souci sur la soutenabilité financière un peu globale, ce qui explique qu'on a, un budget de France compétences qui est déficitaire depuis plusieurs années. Alors, si on essaye de faire des prévisions, sans prendre de boule de cristal et sans annoncer, de scoop parce que de toute façon, on n'a pas de loi de finances de voter si ce n'est la loi spéciale là qui va être, qui est déposée et qui ne permet qu'assurer la continuité, c'est-à-dire le prélèvement des impôts et le recours à l'emprunt.
On a quand même des éléments, sur, le budget prévisionnel, initial de France compétences pour l'année 2025, ce qui peut nous permettre d'avoir des tendances. Je dis bien des tendances parce que je veux rester assez prudente. Il est très possible qu'à la lumière des évolutions politiques et du, vote de la loi de finances, quoi, des lois de finances quand on en aura, France, compétences fasse un budget rectificatif et qu'il y ait des petites évolutions. Ce sont des choses qui sont publiques, hein, que vous pouvez trouver très facilement sur le site de France compétences puisque ce sont des délibérations du conseil d'administration qui sont publiées ensuite. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce prévisionnel? Alors déjà, il y a toujours un déficit, hein, donc on va pas réussir à résorber le déficit de France compétences sur 2025. Le point positif dans le volet négatif, c'est que ce déficit, il est moindre que sur les années précédentes. L'année dernière, il y avait un peu plus d'1 milliard de déficit. Là, ce qui est dans l'estimation de France compétences, on est sur 465 millions, donc il y a une avancée positive essentiellement parce que on estime que, le montant des contributions qui vont être collectées par l'URSSAF auprès des entreprises va continuer à augmenter un petit peu et ça permet d'asseoir, le volet recettes, du budget. Qu'est-ce qu'on peut relever d'autre? On a une baisse relative, par rapport aux postes de dépenses clés que sont l'alternance et le compte personnel de formation. Alors elle est relative, mais si on la prend en volume financier, elle est quand même importante parce que c'est une baisse d'à peu près 10 sur l'alternance, ce qui fait quand même à peu près 1 milliard d'euros. Et c'est une baisse d'à peu près 6 sur le CPF, ce qui accompagne, ce qu'on verra tout à l'heure, une sorte de stagnation, voire une baisse, hein, du nombre de dossiers sur le compte personnel de formation. On est, aujourd'hui bien en deçà de la barre des 2 milliards de financement sur le CPF qui jusqu'à présent était, ce qui était prévu, dans les budgets précédents. Autre point qu'on peut avoir en tête, c'est que les enveloppes, qui vont, permettre de financer, les plans de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, qui sont envoyés aux opérateurs de compétences, sont assez stables. On est à peu près, sur les mêmes enveloppes. Même chose sur la reconversion professionnelle. Le budget pour le projet de transition professionnelle, hein, qui permet, d'amorcer une reconversion avec une association de transition professionnelle est stable. Il n'y a pas d'évolution, à la baisse sur ces 2 budgets. Le seul budget qui augmente sensiblement, c'est celui du conseil en évolution professionnelle. Vous savez que France compétences, mandate, des opérateurs sur tout le territoire national, donc on est sur une logique d'appel d'offres, hein, pour organiser, l'accompagnement via la prestation de conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau Avenir Actif et donc il y a une vraie montée en charge de cette prestation de conseil en évolution professionnelle et pour accompagner la montée en charge, il y a un budget, qui a été revu à la hausse au niveau de France compétences. Ça permet de dessiner quelques perspectives peut-être sur 2025 à prendre avec, voilà, toute, la sécurité et le recul qu'on peut, avoir par rapport, à la situation politique actuelle. Juste un point, qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que, il y a un projet de décret dans les tuyaux sur les règles de répartition financière, de ces enveloppes de France compétences. Il est déjà allé relativement loin, hein, il date du gouvernement, démissionnaire. Ceci étant, il est déjà passé devant la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle, donc il devrait aboutir, hein, et être publié. Pourquoi ce décret, en fait, et qu'est-ce qui est prévu? Le décret, il vise à, retravailler les règles de répartition, des enveloppes que gère France compétences par rapport à la formation professionnelle. J'ai dit tout à l'heure qu'en fait, on a la contribution, formation qui arrive à France compétences et ensuite France compétences, a des, enveloppes, précisées par le code du travail, par exemple l'enveloppe CPF, l'enveloppe alternance et puis des montants minimums et maximums. Par exemple, sur l'enveloppe alternance, France compétences doit y consacrer entre 55 et 83 du solde qui lui reste après avoir retiré la dotation pour l'État et les demandeurs d'emploi. Le problème de ce système-là, c'est que c'est un système qui est pas très lisible pour les opérateurs, qui ne permet pas, d'être dans une logique d'anticipation, et d'avoir des prévisionnels qui soient, les plus transparents et les plus justes possibles. Donc ce que projette le décret qui n'est
pas encore publié, donc qui n'est encore pas, valable d'un point de vue juridique, c'est de transformer ce système d'enveloppe minimum, maximum en pourcentage en un système de dotation forfaitaire fixe, c'est-à-dire avec des montants en euros qui sont établis, qui sont prévus, ce qui permettrait, plus de lisibilité et plus d'anticipation pour les opérateurs. Et en même temps, le décret prévoit de revoir, les règles de versement avec, les acteurs du système de formation. Aujourd'hui, il y a des règles diverses et variées, c'est-à-dire, par exemple, la Caisse des dépôts est payée, de façon, est payée tous les 2 mois. Les OPCO ont des virements trimestriels. On n'a pas les mêmes règles qui s'appliquent selon les opérateurs. Ça aussi, c'est pas forcément, facile en termes de lisibilité. Donc l'idée, ça serait d'avoir un rythme de versement qui soit ajusté en fonction des besoins réels des opérateurs, c'est-à-dire en fonction des consommations. Donc ça laisse beaucoup plus de latitude à France compétences, mais en même temps, l'objectif, c'est de pouvoir, avoir finalement une meilleure gestion budgétaire, une meilleure transparence et une meilleure optimisation, de façon à progressivement, hein, lisser et absorber totalement le déficit. Donc il va falloir, faire un petit peu de veille juridique sur les, semaines à venir pour voir si le décret est bien publié, mais c'est quelque chose qui aura de l'impact, ensuite sur, les programmations et puis nous donnera peut-être un peu plus de lisibilité même à nous, opérateurs du système pour voir quelles sont les tendances qui se dégagent par rapport au champ de dépenses. Alors, sur, la suite et sur, des éléments un peu plus précis en termes de perspective sur 2025, quand j'ai commencé à préparer les éléments pour ce temps fort, je me disais qu'on aurait des choses un peu stabilisées. J'avais bien, lu en détail, le, projet de loi de finances, qui du coup n'a pas d'intérêt à être présenté ce matin puisque, il a fait, le gouvernement a été censuré et puis, il a été mis de côté. Bon, il y a quand même des éléments qui avaient été travaillés en amont de tout ça, qui restent, des éléments de débat qui vont forcément revenir sur la scène, par rapport, à ce qui va être, établi sur 2025. Vous savez qu'il y a tout un travail de concertation sur la refonte du système de financement de l'apprentissage qui a été lancé, qui avait été lancé par, l'ancienne ministre du Travail. Il y a beaucoup de rapports, qui ont, proposer des schémas d'orientation par rapport, au niveau de prise en charge, par rapport aux aides au recrutement et cetera et il y a un certain nombre d'éléments qui avaient été repris d'ailleurs dans, la proposition de budget qui a été portée par le gouvernement Barnier avant la censure, notamment au niveau du recalibrage des aides pour les employeurs, qui, recrutent quelqu'un en apprentissage. Donc là, on est dans un flou artistique, c'est-à-dire que la seule chose qui est sûre, c'est que, les aides exceptionnelles au recrutement, par rapport au contrat d'apprentissage sont valables jusqu'au 31 décembre de cette année, puisque le texte est valable jusqu'à la fin du mois de décembre et qu'on n'a pas de texte pour la suite. Donc soit il y a un texte qui arrive là entre le 19 décembre et le 31 décembre qui nous permet d'avoir un système, de fonctionnement sur les aides au recrutement avec pas mal de scénarios différents qui avaient été envisagés, hein. Il avait été envisagé de limiter le montant, qui est actuellement de 6 000 € en fonction de la taille des entreprises, en fonction de la nature de la certification qui est préparée. Finalement, il y avait une forme de consensus peut-être pour, plutôt travailler par rapport à la taille des entreprises et donc avoir un système d'aide plus, bénéfique pour les plus petites tailles d'entreprises et puis des aides plus limitées pour les plus grandes entreprises, plus de 250 salariés. Rien n'est certain. La seule chose qui est sûre, c'est que si on n'a pas de texte, on revient, à la base du code du travail, c'est-à-dire à ce qui avait été prévu au démarrage par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est ce qu'on appelle l'aide unique à l'apprentissage. Qui n'avait plus cours puisqu'on avait un système d'aide exceptionnelle et l'aide unique à l'apprentissage, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, le système, c'est 6 000 € à 2 conditions. Vous embauchez un apprenti dans une entreprise de moins de 250 salariés et la certification qui est préparée est une certification qui est au maximum au niveau 4. Donc pour ces situations-là, pas de problème. On aura toujours ce 6 000 € en 2025 s'il y a pas de texte. Pour toutes les situations autres, c'est-à-dire une entreprise d'une taille plus importante ou une certification d'un niveau supérieur,
soit il y a un texte, soit il se passe rien, en fait, sur l'aide au recrutement à partir de début 2025. Donc là encore, il va falloir faire un peu de veille sur, la suite des éléments, en fonction peut-être de la mise en place du gouvernement qui ne saurait tarder. Je fais juste une petite aparté sur le projet de loi spéciale là, sur le budget. On peut pas en faire une lecture par rapport à la formation, tout simplement parce qu'en fait, ce projet, n'est là que pour, finalement, assurer une forme de continuité et permettre à l'État de continuer à prélever des impôts, pouvoir permettre aux structures publiques de continuer à recourir à l'emprunt et donc ça ne nous donne pas du tout de lisibilité, hein, par rapport, à la dépense formation. Donc il faut vraiment attendre, la suite des événements pour qu'on soit plus précis. Alors peut-être que s'il y a des questions avant de passer à la suite, on peut faire un petit temps d'arrêt. Aucune question, pour l'instant, Alexia. Bon, bah, parfait. Alors j'ai été très généraliste, je pense que les questions arriveront peut-être sur la deuxième partie. Oui, alors, si on regarde la cartographie que tu vas nous présenter, disposes-tu d'informations plus détaillées sur les principaux dispositifs? On va de la même façon, Christine, Mmh. donner des éléments de de tendance, si on peut dire et pour ce faire, je vais essentiellement me baser sur, la même, source, c'est-à-dire le jaune budgétaire 2025 parce que c'est très compliqué, d'être sur du prévisionnel réel pour, l'année prochaine. Mais on va pouvoir ressortir quand même, je pense, quelques éléments sur des dispositifs clés. Alors, je vais vous partager, une forme de schéma qu'on pourrait appeler une forme de roue des dispositifs sur laquelle on va pas pouvoir revenir, en détail, hein. Il existe de très nombreux dispositifs Mmh. il existe de très nombreux dispositifs, qui, peuvent être connectés à un public en particulier ou à un projet en particulier. C'est-à-dire que, il y a des dispositifs qui sont assis sur un statut juridique. On n'a pas encore tout à fait les mêmes dispositifs secteur public, secteur privé. Il y a un point, aussi intéressant à avoir en tête, c'est pourquoi la personne va se former et selon l'objectif qu'elle poursuit par rapport à sa formation, on va être, plus ou moins, dans la logique d'utiliser tel ou tel dispositif, hein. Les dispositifs, ils sont, liés à, soit un objectif de reconversion, soit de l'adaptation au poste de travail, soit du développement des compétences. Il y a des dispositifs très spécifiques par rapport à un objectif et puis il y en a d'autres qu'on peut utiliser de façon presque plus universelle. Le dispositif le plus universel étant le compte personnel de formation puisque là, il est ouvert à tous les publics et puis il permet, d'avoir un projet formation qui vise à peu près tous les objectifs. Ensuite, on va avoir des catégories de dispositifs très particulières. Par exemple, si je prends dans cette roue des dispositifs, au hasard, le congé de reclassement ou le contrat de sécurisation professionnelle. Là, on est sur des dispositifs qui visent uniquement les salariés dans des cas de licenciement économique. Donc on est sur, des, conditions d'éligibilité très précises et des cas de figure très spécifiques. Donc c'est compliqué d'avoir une lecture un peu globale des dispositifs. On va plutôt chercher à aller voir les dispositifs principaux avec quelques éléments, chiffrés, pour donner des tendances. Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder le dispositif entre guillemets «universel» qu'est le compte personnel de formation. Je dis entre guillemets parce que c'est pas parce que tout le monde y a accès que tout le monde l'utilise. Loin s'en faut puisqu'on a plutôt une diminution du nombre de dossiers, sur l'année 2024. Donc le CPF, le compte personnel de formation, il est ouvert, au secteur, privé, aux salariés, aux agents publics qui vont l'utiliser par contre de façon spécifique. Donc ils ne remonteront pas dans les chiffres que je vais vous partager là puisque là, c'est du lien direct avec, leur employeur. Il est aussi utilisable par, quelqu'un qui a la casquette d'indépendant ou par un demandeur d'emploi. Heu, si on a quelques éléments, intéressants à ressortir, par rapport au compte personnel de formation, c'est que, on est sur une forme de baisse assez importante en termes de, montant financier, en termes de nombre de dossiers. L'ouverture, c'est 2020, c'est pour ça que vous voyez dans l'histogramme, une barre de référence en 2020. À partir de l'ouverture, il y a eu une montée en charge du dispositif avec, des,
un poids, financier et un poids en nombre de dossiers important sur 2021-2022 où on avait dépassé les 2 milliards d'euros, hein, et donc un nombre de dossiers très important. On s'aperçoit qu'en 2023, il commence à y avoir une baisse, assez importante, puisque, on arrive sur, des chiffres autour de, 1,5 milliard d'euros, de dépenses globales et puis cette baisse, elle se poursuit en 2024. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent l'expliquer, hein. Il y a déjà, la régulation qui a été mise en place par les pouvoirs publics par rapport au portail Mon compte formation, pour différentes raisons, pour des questions de sécurité, hein. Il y a eu plusieurs, évolutions au niveau de la plateforme et puis parce qu'il y a eu, des comportements, non cohérents par rapport aux conditions générales d'utilisation de la plateforme, heu et la nécessité, hein, de revenir sur un certain nombre de pratiques qui n'étaient pas positives. Donc il y a eu un effort très, très important pour, réguler, pour accompagner, pour mettre en place des conditions nouvelles, d'agrément presque des organismes de formation quand ils rentrent sur la plateforme. Donc tout ça a forcément un impact sur, le nombre, d'offres disponibles et du coup sur le nombre, de formations qui sont réellement mises en place et le nombre de dossiers. Et puis, après, sur les utilisateurs, il y a de fortes variations. Si on donne quelques éléments en termes de tendance, ce qu'on peut dire, c'est qu'un utilisateur sur 3 est un demandeur d'emploi. On a, un coût moyen de formation qui aujourd'hui sur 2024 se situe, à 1 560 €, mais c'est le coût moyen. Il y a de très fortes variations, mais on est plutôt sur des formations courtes, plutôt sur des formations du répertoire spécifique, qui, permettent d'asseoir des compétences transversales. Au niveau des grands domaines de formation, on est beaucoup, sur le domaine transport, manutention, magasinage. Pourquoi? Parce que l'essentiel des dossiers CPF validés sur 2024, ce sont des dossiers permis de conduire. Et ça arrive très largement dans le top 1 de ce qui est financé sur le compte personnel de formation. Ce qui peut paraître un peu paradoxal par rapport aux ambitions d'origine, qui étaient plutôt d'accompagner, sur des formations techniques nécessaires par rapport, à une insertion ou une réinsertion professionnelle. En top 2, on aura tout ce qui est relatif au développement des capacités d'orientation, d'insertion et de réinsertion. Donc ça va, permettre, de financer notamment des bilans de compétences, des actions de validation des acquis de l'expérience, essentiellement. Ensuite, on trouvera les langues vivantes, avec, des certifications, notamment en anglais et puis tout ce qui va être informatique, traitement, réseau, où là, on aura aussi pas mal de certifications informatiques au répertoire spécifique. Ce top 4, il bouge pas beaucoup, hein, 2023-2024, on est à peu près sur, les mêmes logiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la Caisse des dépôts et je vous ai mis le lien hypertexte, on le remettra sur l'infographie, partage en open data tous les chiffres issus, du portail Mon compte formation, hein. Tout ce que j'ai extrait sont des chiffres publiés par la Caisse des dépôts et on peut aller sur des choses plus fines pour avoir un regard sur ce qui se passe sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, c'est intéressant au-delà du regard national de se dire: «Est-ce que, sur notre territoire, le financement compte personnel, formation est beaucoup activé ou pas?» Alors, je vous ai, retiré quelques éléments, par rapport, au tableau de la Caisse des dépôts. Sur, la Bourgogne-Franche-Comté, en 2024, il y a eu 9 760 dossiers, donc on n'est pas parmi les régions qui, utilisons le plus le compte personnel de formation, hein, ça va être surtout l'Île-de-France. Je pense sans surprise de votre part, mais il y a quand même une utilisation qui est intéressante, si on fait un total cumulé depuis 2020, on a 51 307 dossiers exactement qui ont été financés, via le CPF en Bourgogne-Franche-Comté. Si on regarde un petit peu la nature des dossiers, on va être surtout, et là on est en cohérence totalement avec ce qui se passe au niveau national, sur, des formations assises sur des certifications enregistrées au répertoire spécifique. Et derrière ces certifications, surtout sur le domaine transport, manutention, magasinage, donc même chose qu'au niveau national, donc des permis, permis B, permis C, mais également, des CACES, ou de la fi du FCO, donc de la conduite en sécurité. On est sur les mêmes logiques et puis, en deuxième classement,
développement des capacités d'orientation, d'insertion et de réinsertion. Donc totalement en cohérence avec le niveau national. Ce qui remonte le plus en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le bilan de compétences et la création-reprise d'entreprise. Alors sur la création-reprise d'entreprise, juste une petite aparté, il avait été intégré dans le projet de loi de finances un amendement concernant le CPF et la création-reprise d'entreprise. Alors, je fais une aparté parce que comme le projet de loi de finances, n'a pas été voté, l'amendement, n'a plus cours, mais ça ne veut pas dire que l'idée sera peut-être, totalement abandonnée. Cet amendement, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en fait, il voulait revenir sur, les conditions d'éligibilité des actions création et reprise d'entreprise sur le portail CPF pour, systématiser, l'obligation, d'asseoir, la formation sur une certification. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Actuellement, aujourd'hui, on fait, travailler, les, personnes qui s'inscrivent sur ces formations-là sur les compétences entrepreneuriales, mais, il n'y a pas forcément nécessité à la fin de valider les compétences entrepreneuriales par, l'octroi d'une certification. L'objectif, c'était de rendre ça obligatoire et de réguler aussi cette offre, sur laquelle il y a déjà eu des évolutions, hein, au niveau des demandes, de la Caisse des dépôts. Donc à voir si, cet amendement avorté sera repris d'une autre façon par un autre véhicule législatif, dans les semaines qui viennent. En Bourgogne-Franche-Comté, le CPF permet surtout, de mettre en place des formations en présentiel. C'est la majeure partie des dossiers. Pour le coup, on se distingue peut-être un peu plus de ce qui se fait au niveau national, parce qu'au niveau national, c'est assez partagé, entre, le distanciel total, le distanciel complet à 100%, du mixte et du présentiel. Les départements qui ont eu le plus, d'utilisation du compte personnel de formation, donc là, on regarde le lieu d'habitation des personnes qui ont utilisé leur CPF, hein, c'est dans l'ordre le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. En tout cas pour, les chiffres qu'on a sur 2024. Voilà, ce sont quelques éléments qui permettent de peut-être aussi, par rapport, à vos prévisionnels 2025 et à votre positionnement sur la plateforme, de voir, si votre offre, en tant qu'organisme de formation, se place, en cohérence avec ce qui existe au niveau national, au niveau régional, ou si vous avez une offre spécifique. Là, j'ai donné les grands éléments, hein. Bien sûr que l'offre, elle est très diversifiée sur la plateforme et que, même, des choses très spécifiques peuvent trouver leur public, au niveau de la plateforme. Il y a quand même des effets de niche aussi qui sont perceptibles. Si on fait le même exercice sur les contrats en alternance, je vais être, très rapide puisqu'on avait évoqué l'apprentissage sur un précédent temps fort. Juste, une petite mise en abîme entre, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc on est toujours sur une hausse, du recours à l'apprentissage, hein, que vous voyez sur le premier graphique. Cette hausse, elle est toutefois, moins forte, sur 2022 et 2023. Ça sera aussi le cas sur 2024. C'est-à-dire qu'on a toujours un phénomène, très important de recours à l'apprentissage, mais on est plus sur une évolution en termes d'augmentation très, très importante. Que, si on avait atteint, une forme de plafond, là aussi, hein, comme sur le CPF, et elle est essentiellement le fait, de personnes qui vont s'inscrire sur des niveaux de préparation supérieurs au niveau 4, hein. On est encore sur, des contrats d'apprentissage qui profitent, essentiellement à l'enseignement supérieur, avec un public qui est plutôt un public, jeune, hein, ce qui est logique malgré, le décalage de, la possibilité de recourir à l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Si on regarde du côté des contrats de professionnalisation, vous voyez que les schémas, les graphiques se répondent presque en sens inverse. C'est-à-dire qu'autant on a la hausse, du contrat d'apprentissage, autant on a la baisse du contrat de professionnalisation, qui se dessine de façon très forte depuis, 2020. Alors cette baisse, pour le coup, elle a été très importante entre 2020-2021 et aujourd'hui on est, sur une forme de plateau. C'est-à-dire que ça ne continue
pas forcément à baisser, on reste sur, des contrats de pro, à une hauteur à peu près comparable entre 2023 et 2024. Ce qui est intéressant de voir, c'est, par rapport à la variable de l'âge, hein, puisque le contrat de professionnalisation, il est ouvert, au, public jeune et là, il y a une forte concurrence avec le contrat d'apprentissage, mais il est aussi ouvert aux plus de 26 ans, titulaires des minima sociaux ou, inscrits à France Travail et vous voyez que dans les chiffres, il y a, une baisse qui est vraiment très sensible sur le public le plus jeune, qui a sans doute trouvé une solution plutôt sur l'apprentissage à la place du contrat de professionnalisation, mais que c'est moins perceptible sur le public, entre guillemets «plus âgé», où on retrouve des personnes en contrat de professionnalisation. Ça donne peut-être une forme d'équilibre de recours entre les 2 contrats en alternance. En tout cas, c'est des éléments sur lesquels il y a toujours, une réflexion, en tout cas sur le contrat de professionnalisation. Elle était portée par l'ancien gouvernement et par l'ancien gouvernement. Je suis obligée de dire ça parce que du coup, ça fait, un moment qu'il y a une réflexion sur le contrat de professionnalisation et sur la reconversion. Pour se poser la question de savoir si, on ne doit pas changer quelques curseurs au niveau du contrat de professionnalisation pour en faire, un dispositif phare de la reconversion. Notamment parce que, on a depuis plusieurs années une expérimentation, en cours sur ce qu'on appelle le contrat de pro expérimental. Alors il est plus si expérimental que ça puisque tous les ans, on a, un texte qui nous permet de, proroger l'expérimentation. Donc ça fait plus de 3 ans qu'il est en expérimentation. Donc là encore, l'expérimentation normalement se termine fin 2024. Là encore, il y avait un amendement pour réintégrer l'expérimentation sur 2025 dans la loi de finances, mais du coup, on n'a pas de texte qui nous permet de continuer, l'expérimentation. L'expérimentation, ça permettait, de signer des contrats de professionnalisation sans forcément viser une certification. On pouvait, par exemple, imaginer un contrat de pause sur un bloc de compétences ou sur 2 blocs de compétences d'une certification et avec des résultats plutôt intéressants en termes d'insertion des personnes qui sont passées sur ce contrat de pro expérimental, qui pourraient donner, des éléments, de dialogue sur, une évolution du contrat de pro. Donc on est toujours, hein, ça n'a pas été oublié sur cette, discussion-là un peu en toile de fond. Je continue, puis après je prendrai toutes les questions à la fin du webinaire. Du coup sur, autre, dispositif phare, le plan de développement des compétences des entreprises. Donc là, juste quelques données chiffrées aussi, plus de 8 millions de salariés du secteur privé ont suivi au moins une formation en 2023, donc un chiffre qui est quand même important. Par contre, ça veut dire qu'on a une augmentation, avec, à peu près 41 de taux d'accès annuel à la formation. Mais ça veut dire que derrière, on est sur des durées de formation courtes et presque même de plus en plus courtes. Il y a une toute petite augmentation entre 2021 et 2023, mais si on regardait les chiffres sur des années, antérieures, on verrait que, on est passé, d'il y a 15 ans à peu près, où on était plutôt sur 46 heures en moyenne à 30 heures en moyenne. Donc on a plutôt plus de personnes qui vont en formation, mais sur des durées moyennes moins importantes. Les variations sont très fortes d'un secteur d'activité à un autre. C'est dans l'industrie et dans le tertiaire que, les salariés partent le plus en formation. On dit souvent que entreprises utilisent leur plan de développement surtout et presque exclusivement pour des formations obligatoires, hein, c'est-à-dire des formations qui sont prévues par le code du travail et qui sont, nécessaires pour, occuper les postes de travail. C'est pas forcément, si perceptible que ça dans les chiffres parce que, dans les chiffres au niveau national, il y a, un pourcentage d'utilisation des formations, obligatoires quoi, de recours à la formation pour des formations obligatoires d'à peu près 24 sur le global. Donc il y a aussi beaucoup d'autres formations que des formations obligatoires. Ça, c'est intéressant. Par contre, là aussi, il y a de fortes variations en fonction des secteurs d'activité. Par exemple, dans, des secteurs où il y a une forte, réglementation, par exemple, par rapport aux normes de la construction, par rapport, à l'hébergement, il va y avoir un taux de recours à la formation obligatoire par rapport aux normes sanitaires qui est bien supérieur à ce pourcentage moyen.
Au niveau des modalités qu'utilisent les entreprises, sur les enquêtes, l'enquête, 2023, il y a 38 des entreprises qui déclarent avoir eu recours à de la formation à distance. Donc un chiffre important, mais il y a encore un recours, non négligeable à la formation en présentiel, hein. On lit soit le chiffre, en creux ou directement, donc ce qui veut dire que toutes les modalités sont utilisées par les entreprises et que, on n'est pas sur une répartition, très perceptible sur, une modalité. Par contre, au niveau des thématiques de formation, on est beaucoup essentiellement sur les formations métiers, sur des compétences techniques et sur, les soft skills, sur, des compétences transversales et on retrouve cette logique-là dans toutes les enquêtes et dans tous les sondages qui sont faits sur l'année prochaine. Heu, Si on prend quelques éléments, dans un sondage de 2023 sur un nombre assez important d'entreprises, les employeurs répondaient que 44 des compétences des travailleurs seront perturbées selon eux dans les 5 prochaines années et que les compétences à travailler sont surtout les soft skills et les compétences techniques. Je vous ai mis des éléments aussi sur, la partie, financée par les opérateurs de compétences puisque, là les chiffres, relèvent à la fois des budgets propres des entreprises et puis de ce qui peut être, financé ou refinancé par l'opérateur de compétences qui accompagne essentiellement, hein, par rapport à ce qui est prévu au niveau des textes, les entreprises de moins de 50 salariés. Donc là, vous avez aussi des chiffres d'accompagnement, sur un nombre de formations et un nombre de salariés très important. Là encore, hein, l'objectif, c'est de vous donner des éléments de tendance pour vous faire réfléchir un petit peu plus globalement sur, les dispositifs. J'ai presque terminé, il me reste la reconversion et puis, la formation des demandeurs d'emploi. Sur les dispositifs qui permettent la reconversion, j'ai fait un focus sur 2 dispositifs essentiellement. Alors, transition professionnelle, le dispositif Transco qui ressemble au projet de transition professionnelle, mais qui est plus limitatif parce que l'idée, c'est de se reconvertir d'un métier qui est considéré comme fragilisé vers un métier qui est considéré comme porteur sur une liste qui est établie au niveau régional. Le résultat de ce dispositif qui a été inventé par les partenaires sociaux et qui fait l'objet, de fonds qui, relèvent de l'État, c'est que, il y a pas beaucoup de mobilisation sur transition collective, que c'est un dispositif qui est encore très peu connu. 700 dossiers uniquement au niveau national sur 2023 dans des métiers, assez variés par contre, conducteurs de transport routier, des aides-soignantes, des auxiliaires de puériculture, des métiers, relatifs à la fabrication de batteries électriques. On ne sait pas trop quel va être le devenir de transition collective dans la réflexion globale sur la reconversion. Si le dispositif n'a pas fait ses preuves, il n'est pas évident que, il restera un budget stable et qu'il restera un dispositif phare sur 2025. Par contre, sur le projet de transition professionnelle, on l'a vu tout à l'heure sur le budget de France compétences, on est sûr que, ce dispositif qui permet à des salariés, qui ont une ancienneté suffisante, d'amorcer une reconversion professionnelle, on est sûr que, les montants qui ont été, alloués les années précédentes, sont, sanctuarisés et vont être les mêmes sur 2025. Donc, je vous ai mis, les chiffres nationaux. Le projet de transition professionnelle, c'est un dispositif qui, est relativement entre guillemets «coûteux» parce qu'il y a la rémunération plus les coûts pédagogiques et que le parcours moyen s'élève au niveau national donc à plus de 29 000 €, ce qui est normal puisqu'on a ces 2 volets de prise en charge avec des effets sur l'insertion qui sont positifs. En Bourgogne-Franche-Comté, donc vous avez les éléments sur, l'année 2023, donc 856, dossiers déposés sur une année, 579 dossiers pris en charge, hein, ce qui reste un bon taux, de transformation. Et puis, du coup, un coût moyen qui est à 29 539 000 €, qui est donc complètement dans la logique, du coût moyen, national. Si vous voulez des éléments sur d'autres régions, vous avez tous les éléments dans le jaune budgétaire et on s'aperçoit qu'il y a des régions sur lesquelles il y a encore une plus forte tension, entre le nombre de dossiers déposés et le nombre de dossiers pris en charge. C'est-à-dire qu'il y a une différence encore plus nette, donc beaucoup plus de refus pour, critères budgétaires, ce qui peut arriver aussi sur notre région à des éléments puisqu'il faut, jongler avec un budget et des priorités de prise en charge.
Dernier élément et je laisse, la parole sur les questions, c'est les formations suivies par les demandeurs d'emploi. Donc là, c'est un gros tableau où vous voyez la ligne Bourgogne-Franche-Comté se détacher. Formation des demandeurs d'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, à l'année précédente et peut-être à une mise en perspective? C'est que, le nombre d'entrées en formation des personnes en recherche d'emploi, qu'elles soient indemnisées ou, qu'elles bénéficient d'une protection sociale via par, le conseil régional, est, en baisse sur l'ensemble du territoire entre 2022 et 2023 et ça sera sans doute aussi le cas sur, les, chiffres, qui vont suivre sur les années prochaines. Donc c'est une baisse, qui, est, d'à peu près, donc là 13 entre, 2022 et 2023. Alors la baisse sur sur ces années-là 2023, 2022, elle, s'explique essentiellement par une diminution du recours au compte personnel de formation. Puisque là dans le tableau, vous avez les entrées par rapport à toutes les typologies de financement. Le budget des conseils régionaux, de France Travail, les préparations opérationnelles à l'emploi collective, le budget, qui est, donné en complément par l'État et vous avez aussi, un volet, lié, à du CPF qui peut aussi être cofinancé par France Travail. Heu, donc heu, donc des chiffres qui restent importants. On est sur une région, qui n'est pas une région, si importante que ça quand on regarde nos effectifs, en termes de population, mais vous avez une contribution formation pour les demandeurs d'emploi qui est importante, hein. Il suffit de faire quelques comparaisons avec de grosses régions, comme, par exemple, l'Île-de-France ou, des régions, type Pays de la Loire et cetera, pour se dire qu'on a quand même une contribution formation pour les demandeurs d'emploi qui est vraiment intéressante et qu'il y a des efforts, non négligeables qui sont faits pour permettre aux demandeurs d'emploi de par la formation de s'insérer, de se réinsérer. Mais il faut tabler, donc il faut, avoir en tête cette baisse et il faut tabler sur une baisse qui va continuer, hein, sur, les prochaines années. La durée moyenne, des formations, elle est relativement élevée. Elle, par contre, plutôt en augmentation. En moyenne, un demandeur d'emploi, il passe plus de 4 mois en formation, hein. Ça, c'est la durée moyenne avec là aussi, hein, des variations perceptibles en fonction, des natures de financement. Et quand on regarde, c'est les formations qui sont financées par les régions qui sont les plus longues par rapport aux différents dispositifs. Si on regarde le public cible, au niveau national, les demandeurs d'emploi sont essentiellement des demandeuses d'emploi, hein. C'est surtout les femmes qui partent en formation, professionnelle, financée, quels que soient les dispositifs. Sur, un public qui est plutôt, âgé de 45 ans et plus. Et si on regarde les typologies par rapport, au niveau de certification, on a un peu plus de la moitié, des demandeurs d'emploi qui ont bénéficier, d'un financement de formation qui n'a pas le niveau 4, qui n'a pas le niveau bac. Donc ça, c'est des éléments intéressants aussi peut-être pour se faire une sorte de portrait robot, hein, du stagiaire en formation professionnelle en fonction de différentes variables. Alors peut-être que cette fois-ci, il y a pas mal de questions. Je vais m'arrêter là parce que le temps passe vite et qu'on est déjà presque arrivé à la fin du rendez-vous et je suis toute oui pour Oui. reprendre les observations, remarques ou questions. Alors, on a 2 questions. D'abord, une du coup dans le chat, madame, Fleury qui demande si, tu peux répéter l'explication donnée sur les montants de l'aide aux employeurs d'apprentis si rien n'est acté en 2025. Oui, alors je vais, sur, l'aide au recrutement d'apprentis, le texte qui, a encore cours est valable jusqu'au 31 décembre 2024 avec les systèmes d'aide que vous connaissez, 6 000 €, sachant que l'aide au recrutement pour les contrats de professionnalisation avait été déjà supprimée en milieu d'année 2024. Donc, il y a pas pour l'instant, je suis restée, relativement vague parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a un texte qui arrive là, hein, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas de gouvernement. Donc il y a personne pour préparer le texte. Donc c'est finalement peu possible, à moins que, il arrive tout début 2025, qui va permettre d'établir, les conditions de l'aide au recrutement pour, 2026, pour 2025 pardon, avec des éléments
qui reprendrait sans doute les éléments de discussion qui, ont vu le jour, sur ces dernières semaines, c'est-à-dire sans doute une, baisse de la volumétrie de l'aide pour, les entreprises de plus de 250 salariés. Il avait été évoqué 2 000 ou 3 000 € pour les entreprises de plus de 250 et puis garder 6 000 pour les entreprises de moins de 250. Ça reste de la fiction, hein. Ce qui est sûr, c'est que si on ne voit pas arriver un texte rapidement, on applique le code du travail et le code du travail ne parle que d'une aide unique à l'apprentissage et le système de l'aide unique à l'apprentissage, il est figé sur 6 000 € pour, les entreprises uniquement qui ont moins de 250 salariés et pour, l'accueil d'un apprenti qui va préparer une formation qui se situera au maximum au niveau 4, au niveau du bac. Donc là, je ne peux pas être plus précise, la suite est dans les mains du gouvernement sur la préparation d'un texte. On a une autre question du coup, dans la rubrique, questions et réponses. Qui finance les formations des frontaliers en Suisse? Alors après, il va y avoir des questions de savoir, où ils suivent la formation. En général, c'est le lieu d'habitation qui fait foi. Donc des frontaliers qui habitent en France et qui sont inscrits en France, à France Travail doivent pouvoir bénéficier des financements sur la dépense publique française. Après sur le système suisse, je m'aventurerai pas, parce que je pas d'éléments précis, mais ça on pourrait, voilà, vous répondre, sur un message spécifique. Et donc Là, je vois dernière qu'il y a une autre question. question sur le financement des entreprises. Donc financement de la formation par les entreprises, financement par les OPCO, puisque les OPCO tiennent les financements. Alors, sur les financements des entreprises, il y a bien 2 logiques. Les OPCO ne résorbent pas la totalité du financement des entreprises. Les entreprises, d'après le code du travail, elles ont l'obligation de contribuer à la formation par une taxe. On va dire ça comme ça, par une contribution, la CUFPA. Celle-là, elle part dans les circuits et elle est prélevée par l'URSSAF. L'URSSAF, n'étant qu'un collecteur technique, c'est France Compétences qui répartit les budgets et ensuite, effectivement, les opérateurs de compétences vont récupérer des financements pour, payer, le financement des contrats en alternance, donc et puis également de la promotion et reconversion par l'alternance et puis, contribuer, au financement du plan de développement des entreprises quand elles ont moins de 50 salariés. Par contre, les entreprises peuvent, dépenser elles-mêmes, en dehors de cette contribution, pour acheter de la formation et ces achats directs, ils relèvent pas nécessairement de l'opérateur de compétences. Ils relèvent du budget propre de l'entreprise. C'est valable pour toutes les entreprises et c'est d'autant plus valable pour une entreprise, qui dépasse les 50 salariés, qui va financer son plan de formation sur ses budgets propres. La seule réserve, que je ferai là, mais j'étais pas allée jusqu'à ce niveau de détail-là, c'est qu'il faut avoir en tête les systèmes spécifiques de contribution, c'est-à-dire les contributions conventionnelles quand vous avez un accord collectif qui dit qu'on verse plus que la contribution légale ou les systèmes de contribution volontaire quand une entreprise verse plus à son OPCO que la contribution légale. Là, effectivement, ça permet d'aller potentiellement, demander, des accompagnements, en termes de financement qui sont plus intéressants. Mais en tout cas, Alexia, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des dispositifs et puis, surtout l'éclairage sur les dépenses de la formation. Parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est pas toujours simple à aborder et bon, on sait très bien qu'en ce moment, c'est assez compliqué. Donc, bon, nous espérons que 2025 sera plus éclairant que 2024 et en tout cas, merci encore, pour cette, présentation. Merci à vous. Je On voul fera des piqûres de rappel du coup sur 2020 Voilà. en fonction de l'évolution de la situation politique. OK. Je voulais juste faire un petit rappel, avant de vous quitter. Vous savez que bon, vous avez la possibilité d'obtenir un open badge, temps fort addict, hein, si vous avez suivi donc 3 temps forts. Donc n'hésitez pas à en faire la demande. Je vous mets le lien dans le chat, de façon à ce que vous puissiez, le demander et oui, je vais laisser, Mélusine, donc vous donner quelques instructions et puis, donc je reprendrai la parole après. Donc merci, Alexia pour ta présentation et à tous pour, votre participation. Nous vous invitons pour terminer à répondre à un rapide, questionnaire de satisfaction, pour nous permettre de rester dans une boucle d'amélioration continue. Merci à vous. Merci Mélusine.
Et bien donc, les temps forts continuent, hein. Le prochain épisode sera consacré au titre professionnel. L'inscription est en ligne, vous pouvez déjà y aller et puis, eh bien, nous vous souhaitons de très, très belles fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous en 2025. Merci à tous, à très Belle bientôt. fête de fin d'année à tous et à bientôt sur les prochains temps forts.